nouveautés en cardiologie récentes vont avoir un impact dans notre prise en charge quotidienne? C'est vrai que le choix elle est très large. J'ai fait mon programme avant, il y a 2 jours, j'ai tout mis sur mon agenda, donc là j'y vais. Je suis particulièrement satisfait de la façon dont sont passées les journées. 8200 participants, donc encore mieux que l'année dernière, avec un foisonnement dans les idées, une convivialité importante, et je crois que c'est une des marques de ce congrès. Les gens sont ravis de se retrouver dans ces débuts d'année. Vraiment, c'est les congrès à ne pas louper. Question pratique, une question que tout le monde se pose actuellement, c'est chez quel patient il faudrait continuer une double antiagrégation au-delà d'1 an. La question elle se pose chez les patients qui n'ont pas fait de complications hémorragiques lorsqu'ils ont été exposés au traitement, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est probablement les patients au risque hémorragique les plus faibles, et en particulier ceux qui n'ont pas d'antécédents d'AVC. Et puis il y a les anatomies complexes et surtout les antécédents d'infarctus. Donc là, la question que tu me poses, c'est dans le cadre du syndrome coronarien aigu. Donc disons la durée par défaut, c'est 1 an. Et au-delà de 1 an, ça va être les anatomies complexes, les revascularisations qui ne sont pas complètes, les syntax scores qui restent élevés, les patients qui ont par ailleurs d'autres localisations de la maladie athérothrombotique. Donc c'est du cas par cas, mais dans tous les cas, faible risque hémorragique. Les objectifs de la société française, ils sont un certain nombre. Le principal, c'est probablement le soutien à la recherche. La société fait énormément d'efforts pour ce soutien à la recherche, dépense plus de 500 000 € chaque année pour permettre de décerner des bourses par la fondation Cœur et Recherche. Et la cible principale de ces recherches et de ces chercheurs, nos patients bien entendu, mais les jeunes cardiologues en formation ou débutants, qui sont certainement notre cible principale pour leur apporter le maximum de ce qu'on peut leur donner comme moyen grâce au succès des journées européennes. Et c'est cet avenir qu'on souhaite soutenir. Les objectifs de l'année 2016 sont nombreux, mais il y en a un qui prédomine, c'est le sujet de la valve tricuspide, autrefois appelée la valve oubliée, mais qui correspond à un vrai intérêt clinique pour les cardiologues et chirurgiens cardiaques. Et il s'agit de faire un registre des insuffisances tricuspides secondaires en collaboration avec nos collègues et amis de la filiale d'imagerie. Nous souhaitons bien entendu ouvrir le groupe valvulopathie à un maximum de personnes, chirurgiens, cardiologues, parmi les plus jeunes, afin d'apporter une dynamique à ce groupe pour pouvoir avancer. Et nous allons pérenniser et développer une newsletter qui sera a priori effective tous les 2 mois, reprenant les principales actualités sur les valvulopathies. Notre projet pour cette année, c'est l'organisation par la Société sénégalaise de cardiologie de notre congrès qui aura pour thème la cardiologie interventionnelle, défis et perspectives en Afrique. Et ce congrès sera organisé de manière conjointe avec la PAFSIC sur cette cardiologie interventionnelle. Themselves are so interesting. Population qu'il faut donc aider, auprès desquelles il faut apporter des soins. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Cardio Online. Je m'appelle Farzine Begui et j'ai la chance d'avoir 3 des orateurs de la session Les points forts de ces journées européennes de la Société française de cardiologie. J'ai avec moi Dr Anne-Bernard de Tours, Dr Diane Bodez de Créteil et le professeur Atul Pathak de Toulouse. Et donc je vais leur demander de nous synthétiser en quelques messages clés ce qu'ils ont retenu de ces journées. D'abord, Anne-Bernard, qu'est-ce que vous avez retenu sur les présentations qui ont été faites sur les valvulopathies?
Alors je crois que s'il y a une valve à ne pas oublier cette année et qui n'a pas été oubliée, c'est la valve tricuspide, avec une très belle conférence de Roberto Lang sur la nécessité de redéfinir l'évaluation de la valve tricuspide, aussi bien son anatomie que la fuite tricuspide, sans doute pour préciser ce qu'il va se passer dans les années à venir, c'est-à-dire le traitement et la prise en charge de ces valvulopathies tricuspides, dans le cas de cardiopathie gauche, certes, pour tout ce qui est insuffisance tricuspide fonctionnelle et ou primaire, avec, comme nous l'avait précisé Gilles Dreyfus, une nécessité de revoir l'évaluation de la fuite tricuspide, du mode de coaptation valvulaire et de la dilatation annulaire pour préciser ces chirurgies. Et puis beaucoup de choses à venir pour le traitement percutané de ces valvulopathies tricuspides, avec notamment la fermeture de la commissure tricuspide par voie percutanée et pourquoi pas le mitraclip sur le tricuspide, puisque quelques cas ont déjà été décrits. Donc beaucoup de choses à venir sur l'année 2016 sans doute et ultérieurement pour la valve tricuspide. D'accord. Et un message clé sur l'imagerie cardiovasculaire? Alors l'imagerie cardiovasculaire, comment ne pas parler de l'endocardite et puis de ces recommandations qui ont été publiées en septembre et de la place de l'imagerie, rôle majeur de l'ETO pour toute suspicion clinique élevée d'endocardite, la nécessité de réaliser une échographie transœsophagienne et puis l'intégration de 2 nouvelles modalités d'imagerie, le PET scan ou la scintigraphie au leucocyte marqué pour les diagnostics d'endocardite qui restent possibles selon les critères de Duke sur les prothèses valvulaires. Voilà, je crois que ça c'est des imageries à retenir pour nos pratiques quotidiennes. Merci beaucoup Anne. Maintenant je me tourne vers le docteur Diane Bodez pour vous poser les mêmes questions. Est-ce que vous auriez 1, 2, 3 messages clés sur l'insuffisance cardiaque issue de ces journées européennes de la Société française de cardiologie? Alors oui, en effet, on va retenir essentiellement 3 messages. Le premier, ce sont les résultats surprenants de l'étude Servachef qui étudiait la ventilation auto-asservie dans le sas central des patients insuffisants cardiaques systoliques, avec des résultats plutôt inquiétants, avec une surmortalité, aussi bien toute cause que cardiovasculaire, dans le groupe ventilé par rapport au groupe contrôle. Une surmortalité qui pour l'instant n'est pas encore très bien expliquée. On espère avoir d'autres analyses pour tenter comprendre la physiopathologie de ces résultats. Néanmoins, on ne peut plus recommander, c'est même une contre-indication de ce type de ventilation pour les patients insuffisants cardiaques systoliques. Ça, c'est le premier message. Le deuxième gros message, c'est de l'espoir pour le traitement des insuffisants cardiaques en ville, notamment avec tout ce qui est télémédecine, puisque Jean Cassagne nous a présenté les résultats de 2 projets très prometteurs, le projet CEDIC et le projet Cardioverne, qui tous 2 ont montré une réduction aussi bien de la mortalité que du taux d'hospitalisation et de réhospitalisation de patients insuffisants cardiaques chroniques. Et donc on attend avec impatience les études françaises randomisées comme OSICAT ou PIMS qui devraient bientôt terminer leur période d'inclusion. Et enfin le troisième message, c'est l'arrivée sur le marché du LCZ 696 après les bons résultats de l'étude Paradigme l'année dernière sous le nom commercial d'Entresto et qui donc maintenant va probablement faire partie de nos pratiques cliniques quotidiennes. Donc d'ores et déjà disponible, mais avec une délivrance qui restera pour l'instant hospitalière, même pour les patients ambulatoires. Merci beaucoup Diane. Je me tourne enfin vers le professeur Atul Pathak. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu comme message central en ce qui concerne les facteurs de risque cardiovasculaire? Alors, durant ces journées, finalement, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la place des aliments comme facteur de risque cardiovasculaire ou facteur protecteur. Facteur de risque, notamment avec cette très belle conférence sur les boissons énergisantes qui montre que la surconsommation de ces produits, même chez les sujets plus âgés, on pense toujours aux adolescents, est associée à une augmentation des symptômes et aussi du risque cardiovasculaire. Boisson protectrice, puisqu'on voit que finalement la consommation de thé ou de café, lorsqu'elle est faite de manière raisonnable, moins de 6 à 7 tasses, est associée à une réduction du risque d'événement. Donc pour moi, c'est le premier message fort sur ces nouveaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Est-ce que vous pourriez nous dire le thème central de ces congrès? C'était la télémédecine, la e-santé. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les facteurs de risque qui se rapporte à ce thème? Alors je crois que là, il y a vraiment 2 choses très intéressantes. D'abord, le développement d'outils. Je crois que l'hypertension artérielle est un exemple assez rare d'outils connectés qui permettent de faire le monitoring de la tension artérielle chez les patients dans un réseau qui associe de la technologie, puisqu'il faut transmettre ces données, des professionnels de santé, infirmières, pharmaciens, et puis un soignant qui va finalement gérer à distance la tension artérielle avec des résultats dans les premiers essais qui ont été présentés il y a maintenant 1 an,
vraiment des résultats significatifs, non seulement sur le contrôle tensionnel, mais aussi sur la morbidité, pas encore des données sur la mortalité. Deuxième aspect aussi, je crois très intéressant dans le domaine des facteurs de risque et de la médecine connectée, les applications. On voit apparaître un nombre incalculable d'applications pour l'aide au sevrage tabagique, le suivi du LDL cholestérol, donc vraiment une médecine digitale au service des facteurs de risque. Merci beaucoup. Je vous remercie tous les trois pour cette synthèse parfaite des messages clés de ce congrès. Merci.